Bonjour et bienvenue à Moscou, bienvenue à Exclusif. Notre invité aujourd'hui est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Lavrov, commençons par la crise en Ukraine. Elle se poursuit depuis des mois. Toutefois, il semblerait qu'il y ait peut-être un peu d'optimisme à voir. Il y a des rumeurs selon lesquelles Moscou était prêt à accueillir certaines négociations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, on peut faire preuve d'un optimisme prudent. Mais ce dont vous me parlez, cette idée selon laquelle Moscou pourrait accueillir une réunion, eh bien je l'apprends aujourd'hui. En accord avec nos collègues en Ukraine, nos collègues de l'OSCE et les représentants de Luhansk et Donetsk, nous avons encouragé la tenue d'une nouvelle réunion du groupe de contact de Minsk. C'est très important pour faire en sorte que nous appliquions avec plus de force le protocole de Minsk qui a été adopté en septembre, et c'est notre objectif actuel. Êtes-vous optimiste quant à un nouveau cycle de réunions, parce que les accords précédents ne sont pas véritablement appliqués sur le terrain? D'après ce que j'ai compris, le retard dans la tenue de ces réunions serait dû à la volonté des représentants de Lugansk et de Donetsk d'inclure à l'ordre du jour non seulement l'application du cessez-le-feu, qui est absolument primordial, mais également les échanges d'otages. Il y a toujours des négociations concernant ces vérifications, mais avant tout, les représentants de Donetsk et Lugansk souhaitent, et je pense que c'est très important également, ils souhaitent qu'on parle de questions économiques qui sont couvertes par le protocole de Minsk, qui prévoit qu'on reprenne les échanges économiques. Et d'après ce que j'ai compris, les représentants du gouvernement ukrainien ne sont toujours pas disposés à aborder ces questions économiques, et cela est source de préoccupation. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un accent mis tout d'abord sur un cessez-le-feu qui tienne? Parce qu'on a vu beaucoup d'appels au cessez-le-feu disant oui, ça va se produire, mais ça ne s'est pas produit. Est-ce que vous pensez que maintenant, il peut y avoir un espoir authentique? Les observateurs de l'OSCE ont affirmé hier que, d'une manière générale, le cessez-le-feu était respecté. Il y a toujours des incidents qui ont lieu, c'est vrai, mais ils sont isolés par rapport à ce qu'était la situation auparavant. Évidemment, il y a des sources de préoccupation, par exemple le fait que des troupes du gouvernement se massent à nouveau dans la région, mais de façon générale, selon l'OSCE, le cessez-le-feu est respecté, les troupes se retirent, le cessez-le-feu est nécessaire pour éviter les pertes humaines, mais il faut également que les populations puissent subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi il est nécessaire de reprendre les échanges économiques entre ces régions et le reste de l'Ukraine. C'est primordial et nous ne comprenons pas pourquoi le président Poroshenko a signé un décret dont l'objectif est d'isoler ces régions sur le plan économique, financier et social par rapport au reste de l'Ukraine. Et c'est une source de préoccupation pour les Nations Unies. En effet, ce décret a été critiqué dans le dernier rapport du Bureau de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies. Est-ce que vous appelez le président Poroshenko à abroger cette décision? C'est le message que le président Poutine a envoyé au président Poroshenko en octobre dernier. Est-ce que vous pensez qu'il va écouter? Eh bien, nous pensons qu'il devrait être intéressé par la résolution de problèmes que rencontre une grande partie de la population ukrainienne. Est-ce que c'est un véritable partenaire? Je pense que pour l'instant, c'est le meilleur atout dont dispose l'Ukraine. Mais avez-vous encore de la méfiance vis-à-vis de lui ou des gens de son entourage? Non, je ne peux pas dire que nous rencontrions des difficultés particulières face au président Poroshenko. En tout cas, au plus haut niveau de l'État, il y a un dialogue. Moi-même, je suis en contact avec mon homologue, M. Klimkin. Donc, selon moi, nous avons établi des relations constructives. Et le plus important, c'est que les dirigeants ukrainiens comprennent qu'il s'agit du destin de leur pays et qu'ils ont des obligations. Ils doivent
Ils ne peuvent pas passer leur temps dans des luttes de pouvoir intestines. C'est ce qui se passe à Kiev. Ils doivent mener des réformes, poursuivre les réformes, notamment le processus de réforme constitutionnelle. C'est un engagement qu'ils ont pris. C'est un processus qui doit être transparent, qui doit être inclusif. Toutes les régions et toutes les forces politiques du pays doivent y participer. Cela faisait partie d'une déclaration solennelle à Genève de la part de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Ukraine et de la Russie. Il y a eu un accord en avril cette année, mais pour l'instant, on ne voit pas d'effort réel pour lancer ce processus de réforme constitutionnelle. Et si ces problèmes constitutionnels ne sont pas résolus, eh bien, on rencontrera toujours des difficultés parce que la situation constitutionnelle aujourd'hui est un problème systémique en Ukraine. C'est un problème qu'il faut régler urgemment. Ça signifie une grande autonomie pour les régions? Je ne sais pas, c'est aux Ukrainiens de se prononcer. Nous ne suggérons pas l'idée d'une fédération, d'une autonomie. Le président français avait parlé d'autonomie ou de décentralisation. Quelqu'un d'autre, je crois Federica Mogherini, avait parlé d'autonomie également. John Kerry m'avait dit « Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas à l'idée de dévolution ?» Très bien, il y a beaucoup de synonymes dans la langue anglaise, mais ce qui compte, ce n'est pas les mots, c'est l'essence, c'est la substance. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes, quelle que soit leur région d'origine, quel que soit leur camp politique, qui devraient pouvoir envoyer des représentants afin que soit débattue la façon dont les régions peuvent choisir, élire leurs dirigeants, pour savoir quel serait l'équilibre entre le pouvoir central et les pouvoirs régionaux, quelles seraient les langues qui pourraient être utilisées dans toutes les régions, ou dans certaines régions, quels seraient les jours fériés. Est-ce qu'on fêterait l'anniversaire de Bandera ou Šušević, qui ont collaboré avec les nazis? C'est ce qui a été proposé en Ukraine. Je ne crois pas que l'Est de l'Ukraine souhaiterait fêter ses anniversaires. Et à l'inverse, je ne pense pas que l'Ouest de l'Ukraine souhaiterait fêter la victoire sur les nazis. Donc il faut qu'un accord soit trouvé, y compris sur les jours fériés. C'est une étape très importante, une étape psychologique. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes systémiques en ce qui concerne la Constitution, il y aura des difficultés quotidiennement. Le problème est le suivant. Le leadership ukrainien et l'Occident croient. Enfin, vous dites que c'est leur pays, mais eux pensent que pour la Russie, c'est pas exactement le cas. Que ces États, ces républiques autoproclamées de l'Est et du Sud sont en fait en train de tenter de se séparer de l'Ukraine parce qu'elles sont encouragées, financées et armées par la Russie. Est-ce que vous dites aujourd'hui que ces régions sont à l'avenir définitivement parties de l'Ukraine? Eh bien, tout d'abord, à chaque fois qu'on a dit qu'il y avait des centaines de milliers de soldats russes qui se battaient en Ukraine, eh bien, je pense qu'avec les technologies qu'on a à notre disposition, avec la créativité des médias de masse, on aurait dû pouvoir montrer ces troupes à la télé il y a longtemps. Je mets toujours au défi mes interlocuteurs d'avoir des images. J'en ai parlé avec John Kerry il y a quelques jours à Rome et j'ai dit que nous n'avons rien contre le fait que la vérité mais il soit répète la même chose. On ne fait qu'entendre des mots, on ne voit pas de preuves. Et je l'ai déjà dit, après la tragédie de Malaysian Airlines, il y a eu des déclarations de la part de Washington et d'autres États qui ont fait des accusations, mais personne n'a fait ce que nous avons fait. Nous avons présenté à la Commission les images dont nous disposions grâce à nos satellites. Or, les Américains avaient des satellites dans cette zone, à ce moment-là, à ce moment précis. Ils avaient des avions AWACS sur site qui étaient actifs et nous les avons mis au défi de transmettre ces images. Il en va de même avec les accusations de troupes russes qui se battraient dans l'est de l'Ukraine. Si vous avez des preuves, eh bien, ne faites pas que répéter ce que vous entendez. Mais après la réunion avec le président Hollande, le 6 décembre, le président Poutine s'est adressé à la presse et il a réaffirmé ce qu'il avait déjà dit. Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
De façon définitive, oui, même dans ces régions. Il n'y a pas de seconde Crimée dans les tuyaux. Non. La Crimée est un cas à part. C'était une exception. Ce n'était pas une exception, c'était la volonté du peuple. Et l'Ukraine a reconnu cet état de fait. Son territoire est intègre du point de vue russe et il faut que cette intégrité soit maintenue. Je voudrais en venir aux questions des sanctions occidentales qui ont été imposées à la Russie. Elles semblent avoir un effet. L'économie russe souffre. Le rouble est tombé au plus bas. Plus bas, vraiment. Il y a eu une réunion d'urgence la nuit dernière pour relever le taux d'intérêt à 17%. Le prix du pétrole s'effondre. Il semble que la Russie sent la morsure des sanctions. Oui, bien sûr, ça fait mal. Et nous ne retirons aucun plaisir de ces sanctions. Mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'Union européenne et des États-Unis ainsi que d'autres Mais pays. c'est un problème pour votre population aussi. Eh bien, la population s'exprimera lorsqu'il y aura des élections et la population saura quoi faire pour exprimer ses sentiments. Je ne pense pas que cela serve l'Europe. Comme Joe Biden l'a dit publiquement, ce sont les États-Unis qui ont ordonné à l'Europe de mettre en place des sanctions à l'encontre de la Russie. Et franchement, c'est dommage, car pendant de nombreuses années, nous avions surestimé l'indépendance de l'Union européenne et des grands pays européens. Donc, c'est le jeu géopolitique. Certains pensent que les sanctions sont un signe de faiblesse, un signe d'irritation, et ce n'est pas la meilleure qualité d'un responsable politique, mais je peux vous assurer que la Russie non seulement va survivre, mais va également sortir renforcée. Nous avons connu des situations bien pires lors de notre histoire et à chaque fois, nous en sommes sortis renforcés. Donc vous n'avez pas peur qu'il y ait un effondrement économique en Russie? Non, jamais. Cet effondrement économique pourrait survenir dans un petit pays. Ça pourrait également arriver à un grand pays comme l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine est menacée par cet effondrement. Mais en Russie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour résoudre la crise en Ukraine, et non pas pour faire plaisir à l'Occident. Nous ne demandons pas qu'on lève ces sanctions. Nous sommes préoccupés, nous sommes sincèrement préoccupés, contrairement à l'Union européenne, par l'avenir de l'Ukraine et par l'avenir de l'économie ukrainienne. En réalité, vu qu'on parle de sanctions, eh bien, cela pourrait être un signe d'irritation et non pas l'instrument d'une politique sérieuse. Le dernier volet des sanctions a été adopté dans l'Union européenne en septembre dernier et ces sanctions ont été introduites au lendemain de la signature du protocole de Minsk. Et c'est une logique très intéressante. Cela permet de stimuler les processus politiques. Donc, le lendemain de cette avancée spectaculaire qui a été saluée par tout le monde, comment s'appelle-t-il, Von Rompuy a affirmé qu'il y avait un nouveau volet de sanctions, un nouveau train de sanctions qui était imposé à la Russie. C'est le choix de l'Europe. C'est la manière dont l'Europe réagit à quelque chose de positif. Et encore une fois, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons gravement surestimé l'indépendance de l'Europe en matière de politique étrangère. Est-ce que les sanctions, comme certaines personnes le disent, sont une façon de créer un changement de régime en Russie, de déstabiliser le régime? J'ai de très sérieuses raisons de penser que c'est le cas. Vraiment? Oui, certains responsables politiques ne le cachent même pas. Qu'en est-il du nouveau projet de loi qui a été voté unanimement au Congrès aux États-Unis? Le soutien à la liberté de l'Ukraine qui accorderait des armes légères aux Ukrainiens pour la première fois et appliquerait des sanctions contre deux importantes sociétés russes. Bien tout d'abord, cette loi doit être signée. Si Obama les promulgue. Encore une fois, tout d'abord, il faut qu'elle soit signée. Et ensuite, si elle est signée et qu'elle entre en vigueur,
Encore faut-il qu'elle soit appliquée en pratique. Et à ce moment-là, eh bien, nous verrons. Nous verrons si elle est signée, et si c'est le cas, nous verrons si Obama met en œuvre certaines des dispositions, et dans ce cas, nous procéderons à un nouvel examen de la situation. Mais vous savez, le Congrès, c'est un groupe de gens très spécial. Plus de 80% de ses membres n'ont jamais quitté les États-Unis, ils vivent dans leur petit monde. Donc, je ne suis pas étonné par cette russophobie qui anime le Congrès en ce moment. Si Obama l'endosse, est-ce que ce serait pour vous une déclaration de guerre? S'il le fait, eh bien, nous verrons. Vous dites, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que vous sentez que l'OTAN, en tant qu'organisation, était un ennemi de la Russie, tentant de s'étendre avec un effet malfaisant. Nous n'avons jamais tenu ces propos. Mais c'est l'impression qu'on a en Occident. Non, non, non. Lorsque vous avez une impression, que vous n'êtes pas sûr, vous devriez poser la question. Il faut se référer au document qui est pertinent dans ce cas-là, c'est la doctrine militaire de la Fédération de Russie. Ce document ne mentionne à aucun moment que l'OTAN est un ennemi. Ce que ce document stipule, c'est que les risques pour la sécurité de la Russie, entre autres, augmentent avec l'expansion de l'OTAN vers l'Est et l'implantation des infrastructures militaires plus à l'Est. L'OTAN en soi n'est pas un ennemi, mais cette implantation militaire vers l'Est est considérée par la doctrine militaire russe comme une menace sur la sécurité du pays. Est-ce que vous allez couper les liens avec l'OTAN si ça se poursuit? Non, ce n'est pas nécessaire, car l'OTAN l'a déjà fait. L'OTAN a interrompu quasiment tous les contacts avec la Russie. Ils ont simplement suspendu le Conseil OTAN-Russie, mais ils ont réduit à néant quasiment tous les mécanismes de coopération, que ce soit concernant l'Afghanistan, concernant la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines spécifiques. Tout a été gelé. Mais ce faisant, dans le cadre des projets qu'il y a entre l'OTAN et la Russie, ils continuent de venir nous voir discrètement et nous disent, eh bien, nous pourrons poursuivre la formation de pilotes pour l'armée de l'air afghane. Mais ils veulent le faire en dehors de la coopération entre l'OTAN et la Russie. Donc, en substance, ces activités se poursuivent, mais ils veulent montrer à l'opinion publique qu'ils sont fermes vis-à-vis de la Russie et qu'ils ont interrompu les contacts. Donc, c'est puéril, mais parfois les adultes jouent à des jeux d'enfants. En parlant de jeux, il y a eu un contrat signé il y a plusieurs années avec la France pour que la Russie reçoive des porte-hélicoptères Mistral. Ça a été suspendu? Je dois vous interrompre. Je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet. Ce qui est en jeu, c'est tout d'abord un contrat en bonne et due forme qui a été signé, et deuxièmement, la dignité de l'État français. Attendez-vous de la France qu'il remplisse son contrat? Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Sur la Syrie, la situation est bloquée. On tente de faire revivre les négociations entre le gouvernement et l'opposition. Est-ce qu'il y a une possibilité, étant donné la détérioration de la situation sur le terrain? Eh bien, je ne sais pas qui a fait ces déclarations. Ce qui est sûr, c'est que nous en avons discuté avec Stéphane de Mistura, le nouvel envoyé spécial des Nations Unies en Syrie. Mais nous, la Russie, nous ne faisons pas que discuter. Nous sommes engagés en faveur du processus de paix en Syrie. Nous rencontrons tous les représentants plus ou moins légitimes de différents groupes d'opposition. Nous rencontrons également des représentants du gouvernement syrien. Nous soutenons l'idée suivante. Avant d'entamer un processus du genre Genève 3, sous la houlette des Nations Unies, il pourrait y avoir un tour de chauffe, si vous voulez, des rencontres préparatoires afin que les groupes d'opposition puissent se réunir, pour qu'ils puissent élaborer une approche commune vis-à-vis des négociations avec le gouvernement. Il faudrait ensuite que les représentants du gouvernement puissent rencontrer ces groupes d'opposition de façon informelle et que tout le monde puisse se mettre d'accord sur l'ordre du jour de ce processus qui pourrait alors reprendre. Car une des raisons de l'échec du processus de Genève précédent,
c'est qu'il n'y a pas eu d'accord sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il fallait d'abord lutter contre le terrorisme ou aborder la question de la transition politique? Je pense que cela aurait pu être fait en parallèle. Et Staffan de Mistura, l'envoyé spécial des Nations Unies, a des idées sur cette question, des idées que nous soutenons. Et la deuxième raison pour laquelle les négociations précédentes ont échoué, c'est que l'opposition était représentée par la coalition nationale, qui est représentée par des gens qui vivent à l'étranger, en France, en Égypte, au Qatar ou en Turquie. Et le gouvernement a utilisé cet argument pour affirmer que ces personnes ne représentaient pas tout le monde, voire qu'elles ne représentaient personne en Syrie. Et donc notre idée aujourd'hui, c'est de détruire cet argument en convainquant les groupes d'opposition de se réunir et de former une délégation commune. Il pourrait y avoir plus d'un porte-parole, mais il y aurait des principes communs qui animeraient tous les membres de la délégation. En parallèle, il est également nécessaire de soutenir une autre idée des Nations Unies qui consiste à geler les hostilités, en commençant par Alep. Staffan de Mistura a des idées précises en la matière et nous soutenons sa démarche. Alors, êtes-vous optimiste sur ces négociations informelles qui se profilent? Est-ce qu'il y a place pour de l'espoir? Pour l'instant, d'après ce que nous dit la majorité de nos interlocuteurs, à la fois dans l'opposition et dans le gouvernement en Syrie, eh bien, on peut être optimiste sur le fait de tenter ce processus. En début de l'année prochaine. Au sujet de l'Iran, il y a un nouveau cycle de négociations cette semaine. Un accord n'a pas pu être atteint en dépit de la date limite d'il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes optimiste? Il ne s'agit simplement que d'un retard et non pas un échec? Sur laquelle de ces questions voulez-vous que je sois optimiste? Ou pessimiste? Je me dois d'être réaliste. Vous savez, un pessimiste est un optimiste bien renseigné. Donc nous préférons être réalistes et du point de vue réaliste, l'accord sur le programme nucléaire iranien est à notre portée. Le calendrier qui a été convenu porte sur le mois de juin de l'année prochaine. Nous avons choisi le mois de juin parce qu'en plus de l'accord cadre politique de base qui pourra être atteint dans quelques mois, il sera nécessaire de mettre au point des annexes très techniques, très détaillées. C'est pourquoi juin nous a semblé être une date réaliste et je ne pense pas qu'il y aura de report supplémentaire. Dernière question sur laquelle je voudrais vous poser des questions, c'est la Palestine. Elle veut aller au Conseil de sécurité des Nations Unies avec une résolution appelant à la fin de l'occupation israélienne en 2 ans. Certains disent que c'est une action désespérée parce qu'il y aura probablement un veto américain. Êtes-vous en faveur de cette action palestinienne? Est-ce que ça peut être utile pour tenter de faire revivre les négociations de paix? Eh bien, il y a 2 questions différentes. Tout d'abord, la position, les demandes de la Palestine sont légitimes. On leur a promis un État il y a bien longtemps. Et la proposition, le contenu du projet de résolution présenté par les pays arabes au Conseil de sécurité est absolument légitime et nous soutenons cette résolution. Nous avons toujours soutenu cette démarche. Ce qu'ils demandent, c'est que les accords précédents, les résolutions du Conseil de sécurité, les principes de Madrid et d'autres accords, les autres accords qui ont été conclus par les parties prenantes, soient appliqués. C'est tout. Et comme je l'ai dit, nous considérons qu'il s'agit là d'exigences totalement légitimes. Mais après, sur la possibilité de parvenir à un accord, eh bien, c'est une question plus complexe, car les Palestiniens considèrent la possibilité de demander à pouvoir participer aux instruments des organisations et des conventions internationales. Et Israël a affirmé que si les Palestiniens participaient à ces instruments internationaux, qu'ils allaient par exemple devant la Cour pénale internationale, eh bien ce serait la fin de tout dialogue. Mais il s'agit d'une affaire palestinienne. C'est à eux de prendre leurs décisions.
suivant également les conseils de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, mais ils doivent prendre en compte les conséquences positives et négatives de cette décision. Nous pensons qu'il faudrait pouvoir parvenir à un consensus au sein du Conseil de sécurité. Cela changerait la situation. J'ai discuté de cette question avec John Kerry, avec mes homologues des pays arabes, et nous poursuivrons ces discussions au cours des jours à venir. Sergei Lavrov, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir suivi cette édition d'Exclusif, ici de Moscou. Restez sur France 24 pour plus d'informations.